Bonjour et bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de la section communication visuelle et graphique. Donc, je m'appelle Dominique et je représente l'accueil de Saint-Luc. Avant toute chose, voici quelques explications sur la plateforme Livestorm pour ceux qui l'utilisent pour la première fois. N'hésitez pas à augmenter le son. Bonjour à toutes et tous, nous allons donc utiliser Livestorm durant cette heure. Des enseignants, étudiants et membres des services administratifs vont prendre la parole. Mais nous vous invitons à interagir avec nous tout au long de la présentation. Afin de mieux vous familiariser à l'outil, voici à quoi ressemble l'interface. Des sondages seront proposés durant la présentation, donc par ici. Nous vous invitons évidemment à y répondre en temps réel. Dès que le petit rond rouge s'affiche, cela signifie qu'un nouveau sondage est disponible. Il vous suffit de cliquer sur votre choix et de soumettre votre vote. Sur votre interface, vous pouvez aussi accéder à l'espace questions, donc comme ici. Sur un ordinateur, l'espace est directement visible et il suffit simplement de poser une nouvelle question. Par contre, sur un smartphone, l'espace n'est pas visible, donc il faut cliquer ici pour afficher le panneau latéral. Les questions sont publiques, donc posez autant de questions que vous le souhaitez. Nous prendrons le temps d'y répondre de préférence vers la fin de la présentation. Si vous ne posez pas de questions spécifiques, mais que quelqu'un a posé une question dont la réponse vous intéresse quand même, cliquez sur la petite flèche, donc juste ici, pour montrer votre intérêt. Soit nous vous répondrons en direct, soit nous vous répondrons par écrit. En tout cas, nous vous remercions d'avance pour votre participation et surtout votre écoute. Avant toute chose, je vais vous donner quelques informations sur notre établissement. Alors, notre école accueille chaque année plus de 1000 étudiants répartis en 10 sections. 6 de type court, donc bachelier, et 4 de type long, c'est-à-dire bachelier puis master. Nous proposons également l'agrégation en partenariat avec l'Université de Liège. Notre école est composée de divers services. Outre un accueil qui distribue des documents et un service des étudiants qui gérera votre dossier, nous avons également un service d'aide à la réussite, un service international, donc ce sont pour ceux qui souhaitent partir en Erasmus durant leur scolarité, et un service social. Nous avons également un conseil étudiant qui prendra contact avec vous en début d'année. Nous proposons également de divers locaux pour les étudiants, donc une cafétéria, une bibliothèque, un centre photocopie où forcément vous pourrez faire vos photocopies, mais également emprunter du matériel informatique ou avoir accès à une salle informatique, et une récupérathèque où vous pourrez emprunter du matériel pour vos maquettes. Afin de vous inscrire dans notre établissement, vous devez vous préinscrire en ligne, venir déposer votre dossier en direct dans notre établissement et réussir l'épreuve d'admission. Cette épreuve n'est ni un concours ni une sélection. Elle vise avant tout à tester votre motivation. Vous trouverez davantage d'informations sur cette épreuve d'admission sur notre site internet. Quand vous aurez réussi cette épreuve d'admission, vous serez admis dans notre école. À ce moment-là, vous recevrez un memento concernant toutes les informations de l'école, un agenda et des codes pour votre intranet et votre adresse mail Saint-Luc. Je laisse à présent la parole au professeur. Voilà, bonjour, bienvenue en communication visuelle et graphique. On va vous faire une petite suite de séquences vidéo, montrer les travaux, etc., et puis répondre à vos questions. Mais on va commencer par se présenter chacun. Donc, nous sommes 2 enseignants et 2 étudiantes. Je laisse la parole donc à mes collègues. Marie, par exemple. Bonjour, Marie Sillon, donc je suis professeure de l'atelier de communication visuelle et graphique en bac 3 et également en master 1 dans un atelier de recherche en design social. Voilà. Yana. Moi, c'est Yana Allegro. Actuellement, je suis étudiante en Master 2 Design social et numérique. Et juste avant, j'ai fait un bachelier en communication visuelle et graphique, justement. Ok, l'autre Marie. Alors moi, du coup, c'est Marie Bourguignon. Et en fait, moi, j'ai fait un bac en photo. Et en gros, je fais la passerelle en master communication visuelle et en spécialisation photo édition. Ok, merci. Moi, c'est Eric Vandenberg. Je suis professeur, je m'occupe de l'atelier en 2e bac et de l'atelier de recherche en 1er master. Voilà. Alors, maintenant, vous allez regarder, on va partager une vidéo d'un petit quart d'heure qui est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour montrer un petit peu ce qu'on fait au sein de l'atelier.
Pendant ce temps-là, vous pouvez évidemment poser des questions dans le chat et enfin dans les questions, pardon, et en précisant peut-être à qui vous souhaitez les poser, professeur ou étudiant. Et ensuite, une des étudiantes vous présentera un petit peu tout son parcours, de la première bac à la deuxième master. Et Madame Sillon présentera également notamment la question des débouchés. Vous parlez un petit peu des anciens étudiants. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, même pendant le visionnage de la vidéo ici. Bonjour, je m'appelle Eric Vandenberg, je suis professeur en communication visuelle et graphique à l'École supérieure des arts Saint-Luc à Liège. Alors, je m'occupe de l'atelier en Bac 2 et en Master 1, mais ici, je vais essayer le plus brièvement possible et le plus complètement possible néanmoins de vous montrer surtout et de commenter un peu ce qui se fait au sein de l'atelier. Alors, je vais commencer par me faire un peu plus petit. Voilà. Et place aux images, donc bienvenue à Saint-Luc. Alors, Saint-Luc, c'est une école supérieure dans laquelle il y a des ambiances particulières, et notamment en classe, c'est peut-être à ceci qu'on s'attend, et c'est ceci qui se passe. Mais pas que. L'ambiance d'atelier, c'est aussi expérimenter des outils, travailler, bricoler, réfléchir, etc. Et l'ambiance, c'est plus souvent ceci. On essaye que les étudiants mettent les mains dans le cambouis, expérimentent, échangent, partagent et réfléchissent. Alors, il y a différents champs du graphisme. Évidemment, un des supports de prédilection des graphistes depuis pratiquement toujours, c'est l'affiche. Alors évidemment, on travaille l'affiche parce que c'est un support qui permet de synthétiser des idées et qui permet de travailler aussi différentes problématiques, aussi bien dans les domaines commerciaux que dans les domaines politiques, que dans les domaines culturels, etc. Et on essaye de différencier les différentes approches. Voici une affiche faite en première année à propos des musées. Voilà, je vous montre quelques exemples d'affiches, de séries d'affiches qui ont été faites par des étudiants, ici en l'occurrence en Bac 2. Alors là, c'est autre chose. Ce qui se fait en atelier, c'est régulièrement des petits défis, des ateliers créatifs comme on les appelle, où il s'agit non pas de répondre à une problématique globale sur un laps de temps de 6 semaines ou 3 mois, comme ça se fait pour les projets de plus longue haleine qu'on verra juste après, mais des défis. Ici, le défi, c'était d'expérimenter le papier à partir d'une feuille A4 emballée une bouteille. Ça me permet d'approcher en tout cas l'habillage d'un objet, mais aussi de travailler avec le papier, couper, décoller, coller, chiffonner et puis emballer. Voilà quelques exemples. Alors, un des domaines de ce qui fait un peu l'ADN des graphistes par rapport aux illustrateurs, aux photographes, etc., c'est la typographie. Alors, la typographie, on en voit ici un exemple de gestion du titrage, gestion de l'espace, de la mise en page, choix de caractères, de couleurs, de structures, etc., mais aussi la création typographique, comme c'est le cas ici avec une typographie générée, de mise en page assez complexe, avec ici le choix d'un étudiant qui nous montre que le foisonnement typographique peut devenir de l'image à lui tout seul. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de photo, on est uniquement sur du texte. Et à un moment donné, pouvoir expérimenter, proposer aussi des solutions plus où on travaille le papier, où on travaille les matières, etc., pour avoir des approches plus expérimentales, plus poétiques ou plus didactiques, comme c'est le cas ici, avec une démarche quand même d'auteur à propos d'une question, d'une grande question sur la lecture qui est la dyslexie, et une proposition d'étudiante dans ce sens. Alors, cette affiche, ce fond que vous voyez sur cette affiche est particulier parce qu'il est le résultat d'un graphisme expérimental génératif qu'on a eu l'occasion de travailler en deuxième bac. Les étudiants devaient concevoir des machines à dessiner sans savoir ce qu'elles allaient dessiner. Je vais vous montrer à partir de cette affiche-ci, parce que ça a l'air particulier, il y a une certaine esthétique, un certain dynamisme, mais en fait ce dessin a été fait par un petit chien.
vous allez comprendre à partir de cette petite vidéo que l'étudiante a réalisée à partir de sa propre expérimentation. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer toute la vidéo. On va un peu voir que l'étudiante observe d'abord ce que ce petit chien sait faire, c'est-à-dire avancer, reculer, avec un certain rythme. Et donc, elle va essayer de lui faire faire des choses visuelles. Là, elle l'embroche autour d'un pinceau, auquel elle va mettre de l'encre, et commencer ses premiers tests. Je fais avancer un peu la vidéo. Et voilà, quelles sont les conséquences qu'on peut tirer de ceci? Il y a quelque chose d'irrégulier, quelque chose d'irrégulier, il y a l'encre qui sèche, il y a parfois trop d'encre, parfois pas assez, donc on se pose des questions, etc. Et on envisage alors d'autres alternatives, d'autres possibilités. En l'occurrence ici, y mettre un marqueur. Et on voit que là, le chien, il s'amuse tout seul dans sa petite niche qu'on vient de lui construire pour enfin décider d'une proposition finale qui sera tout à fait plus qu'acceptable. Donc, on voit que ce petit chien passe des minutes, des dizaines de minutes à dessiner, et qu'au final, ça peut faire quand même effet de création, comme ceci. Voilà une autre, toujours du même petit chien. On voit que ce chien a un style et est capable de créer des choses différentes qui peuvent donner ce genre de propositions. Là, on est dans un autre champ du graphisme encore, c'est l'identité visuelle dans lequel on peut intégrer du packaging lorsqu'il s'agit de produits. Voilà, ici il y avait un briefing sur les chocolats, vous l'aurez compris. Je vais en profiter pour peut-être passer en revue la façon dont un étudiant a pu arriver à sa proposition. Donc il s'agissait de travailler sur Côte d'Or et de travailler sur 4 pays. L'étudiant prend des photos assez typées des 4 pays de provenance des différents chocolats, et il choisit assez intelligemment d'en extraire les couleurs principales pour créer des petits nuanciers. C'est à partir de ces nuanciers qu'il va choisir de décliner son identité et de créer ses logos, ce qui fonctionne assez bien pour arriver, in fine, à avoir ces propositions de tablettes de chocolat. Toujours dans la façon peut-être de travailler. Vous voyez ici que un groupe d'étudiants a proposé une marque de bière avec les différentes déclinaisons de ces packaging. Et voilà, ça ne vient pas tout seul. Si je remonte en arrière, on voit bien que les étudiants ont d'abord utilisé des références, enfin d'abord se poser la question, l'intention, les pistes de travail, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on compte s'y prendre, etc. Et puis des références, bien sûr dans le domaine de la bière, mais aussi dans d'autres domaines du graphisme, dans le domaine particulièrement ici du commerce équitable et de l'aspect coopératif des choses. Et puis on fait des brainstorming et on commence des essais de logo, des premières recherches, etc. C'est pas quelque chose qui vient tout seul, on travaille. Ici, c'est en plus une synthèse qui propose de leur travail. Vous voyez qu'on peut travailler aussi bien manuellement qu'infographiquement. Et puis, une fois que le logo est plus ou moins décidé, alors on s'attelle à travailler les pictos, des ensembles, l'agencement des choses, qu'on appelle la mise en page, tout simplement, pour arriver à intégrer aussi son concept et faire ces propositions que vous avez vues des bouteilles. Voilà, c'est des exemples, évidemment. Je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il y en aurait des dizaines. Un autre, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'un autre champ du graphisme qu'on travaille, par exemple, qu'on entame en deuxième, mais qui est aussi évidemment traité par la suite, c'est ce qu'on appelle la data visualisation, c'est-à-dire ça fait partie du graphisme d'information. Voilà un exemple où on demande aux étudiants d'aller sur le terrain pour observer des choses, prendre des notes et faire leur propre synthèse, leur propre analyse, et puis de traduire toutes ces informations graphiquement. Ce qui fait qu'on peut voir ici que dans ce magasin à la mi-couleur, on peut voir quel type d'étudiants, donc de quelles options ils viennent, quel type d'étudiants fréquentent cet établissement et le temps
qu'il reste. Un autre projet avec le même briefing, voilà, c'est une observation d'une salle de sport, et l'étudiant ici, dans un registre tout à fait différent du précédent, nous propose une visualisation de l'information de ce qui se passe dans la salle de sport, avec une visualisation assez illustrative dans ce cas-ci, et puis les informations qui sont récupérées en bas. Vite fait, une troisième data d'un autre étudiant pour montrer que les langages sont aussi très variés et très singuliers. C'est ce qu'on cherche aussi, hein. C'est que les étudiants aient leur propre langage à la fin. Et on le voit ici. Ça, c'est une présentation de jury, c'est une partie de présentation de jury. Chaque année, hein, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, les étudiants présentent devant un jury, c'est-à-dire soit un groupe d'enseignants, soit un groupe de professionnels, selon les années, une proposition personnelle, une proposition personnelle qui montre un peu à la fois la façon dont ils ont compris ce sur quoi ils devaient travailler, mais aussi leur univers graphique et la manière dont ils envisagent les choses. Voilà. Il y a aussi bien de l'édition que on voit un peu différentes propositions d'étudiants. On voit bien qu'il peut y avoir de l'identité visuelle, de l'édition. Évidemment, vous voyez que la typo est omniprésente, hein. Mais certains étudiants axent fort leur travail sur la photographie, d'autres sont beaucoup plus dans du design plus parfois radical ou typographique, etc. Voilà une étudiante qui a fait comme son sujet d'étude de fin de deuxième sur la revisite de l'identité visuelle d'une station de sport d'hiver. On voit les différents supports, le plan des pistes, des affiches, des informations, y compris un habillage sur certains, sur le mobilier urbain, etc. Voilà un travail d'identité visuelle avec du packaging qui est bien présent. Du graphisme plus engagé, bien entendu, hein. Certains étudiants sont très engagés socialement, culturellement, politiquement, et donc pourquoi pas, enfin plus que pourquoi pas, hein, on a aussi des possibilités d'exprimer ça. Là, on voit les étudiants en train d'installer leur jury, de se préparer, de terminer des fichiers et de commencer à visser pour proposer ça. Alors là, on est dans un autre type d'ambiance encore. On a parlé des ateliers créatifs, on a parlé des projets à long terme. Les projets à long terme, c'est 6 semaines, 3 mois parfois, etc. Les ateliers créatifs, on est dans des formats de 2 à 4 heures. Et là, ce qu'on appelle un workshop, c'est-à-dire une des dimensions, c'est qu'il y ait des intervenants extérieurs avec une demande particulière ou un style particulier. Et les étudiants travaillent avec. Donc on travaille avec des gens et en général c'est sur 2-3 jours pour essayer de produire quelque chose en 2-3 jours, avoir vécu une expérience avec ce que ça a de convivial et de nutritif également. Voilà, ça se fait en général en dehors de la classe, dans un autre lieu, de l'école ou pas d'ailleurs. Et puis, pour couronner tout ça, il y a l'exposition de fin d'année. On a de magnifiques bâtiments à Saint-Luc qui nous permettent de partager avec les autres options de l'école, évidemment, ces lieux, pour proposer les travaux les plus significatifs, on va dire, de la section de l'atelier. Voici donc quelques-uns dans des domaines plus variés. Et on peut travailler toutes sortes de techniques, tout est le bienvenu parce qu'on expérimente beaucoup de choses et puis les technologies évoluent, tout en maintenant le fait qu'on fait aussi de la sérigraphie, vous l'avez vu, des techniques beaucoup plus manuelles, artisanales que les technologies plus contemporaines. Voilà, l'exposition de fin d'année, et puis on recommence l'année d'après dans une ambiance tout aussi conviviale. C'est chaque année différent, et chaque année on se réjouit de voir nos étudiants. Malheureusement, cette année, on est quand même fort confinés, mais on s'en accommode, en espérant vous voir. N'hésitez pas à aller sur le site de l'école pour plus d'informations et contacter des anciens étudiants, des étudiants et des enseignants qui se feront un plaisir de vous répondre et de vous éclairer. À bientôt!
Voilà, maintenant, c'est Yana qui va un petit peu présenter son parcours et qui va certainement trouver des échos dans ce que vous venez de voir. Oui, donc moi j'ai fait, le bachelier en communication visuelle et graphique. Avant ça, j'avais fait des études, à Saint-Luc, secondaire. Maintenant ça ne veut rien dire, il ne faut pas que ça vous bloque, le fait, de ne pas avoir de base d'art du tout. Il y en a eu plein dans ma classe qui n'avaient aucune base et qui s'en sont très bien sortis. Voilà, donc j'ai commencé en bac 1. Au début, ça peut paraître un peu flou ce qu'on nous demande, mais petit à petit, tout prend sens et ça devient de plus en plus concret. Par exemple, après les 3 ans de bachelier, j'ai appris à utiliser la suite Adobe, que ce soit Illustrator, Photoshop, InDesign, quelques notions aussi en After Effects et Premiere Pro. On apprend aussi à dessiner, donc voilà, même si vous n'avez jamais décidé, dessiner, c'est pas un souci. On apprend aussi à faire des, croquis d'affiches, donc quand on doit faire un projet, pardon, et un peu savoir à quoi ça va ressembler. Hem, on a également des notions de codage, donc comment savoir coder un site en HTML, CSS. On a même fait du code artistique créatif, voilà, avec Processing. Je ne sais pas si certains en connaissent. Ensuite, oui, on découvre aussi un peu le monde de la typographie, qui est très présent en graphisme en tout cas. Comment aussi les différents types de reliures auxquels j'ai pu m'essayer. Ça c'est chouette, on est vraiment dans le pratique. Il y a aussi des cours enfin il y a des cours théoriques et les cours pratiques et tout est vraiment lié entre eux et ont vraiment du sens. Et oui, à partir du bac 2, on a possibilité d'avoir des cours à choix, donc qui permettent un peu de s'initier et à d'autres spécialisations. Par exemple, moi, j'avais pris, photo studio, pour vraiment apprendre à faire des photos en studio avec la lumière et cetera. J'avais pris packaging et la gravure. Et ce qui est vraiment chouette, dans le graphisme, je trouve, c'est qu'on peut vraiment être pluridisciplinaire, en fait. On peut vraiment toucher à tout et jouer avec ce qui nous correspond le plus, pour créer, à ce niveau-là. Et un petit mot aussi sur, mon master, même si c'est peut-être un peu loin. En design social et numérique, par exemple, j'ai pu, élaborer un jeu de cartes en groupe. Donc c'est vraiment en notion, collectivité. On a pu faire des workshops aussi. En bachelier aussi, on a des workshops. Bon, maintenant avec le covid, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ici, début d'année, par exemple, on a quand même pu faire un workshop avec, des acteurs, de musées, d'autres étudiants également, en vue d'une future exposition peut-être et c'est vraiment chouette, enrichissant. Donc on part vraiment dans les workshops, par exemple, d'un travail, collectif pour ensuite refaire un travail soit individuel, soit, à plusieurs et donc voilà, c'est chouette. J'ai un petit mood board pour peut-être, pouvoir vous aider à visualiser, ce qu'on fait. C'est un master. Donc par exemple, voilà, en bachelier, il y a eu des workshops, enfin, il y a eu du dessin, il y a aussi la sérigraphie, oui, que je n'ai pas, relevé. Donc on apprend la technique de la sérigraphie. On fait un peu on touche vraiment un peu tout, que ce soit des identités visuelles, des éditions, de la typo, de la mise en page et donc voilà et en master 2, ben, voilà, ici, c'était plus, sur la notion en collectif, collaboratif, à créer des projets ensemble, vraiment en équipe, travailler en équipe à ce niveau-là. Donc voilà pour mon parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cool. Marie, peut-être? Et L'autre Marie, laquelle? toi. OK. Oui, moi je vais, peut-être m'attacher à vous aider à vous projeter un peu parce que je vois qu'en plus il y a des questions concernant les débouchés et cette question, de savoir si on va trouver un job quand on a fini, enfin quand on doit choisir des études, bah, elle est totalement légitime et les études artistiques pour ça souffrent un peu, je trouve d'une mauvaise réputation et de stéréotypes qui me semble important de déconstruire un petit peu avec vous aujourd'hui en vous présentant, des parcours d'anciens étudiants et des possibilités que vous avez avec, ce master. Alors, voilà.
Ben oui, devenir graphiste, parce que forcément, en fait, cette formation, elle vous apprend à devenir graphiste, mais pas que. Ça s'appelle communication visuelle et graphique, et vous allez voir qu'il y a certains parcours qui diffèrent un peu de ce qu'on attend habituellement et oui, d'un graphiste, voilà. Je vais peut-être vous donner une première occasion d'aller faire un petit tour sur Netflix. Alors moi, je vais vous proposer de regarder ces 2 épisodes-là quand vous avez le temps. C'est une série qui est centrée sur le design, et il y a 2 épisodes en particulier qui sont intéressants. Dans la saison 1, pardon, c'est la présentation du travail de Paula Scher, qui est une graphiste new-yorkaise, et dans la saison 2, vous allez pouvoir voir le travail de Jonathan Hoffler, qui est donc typographe. Voilà. Donc, je vous disais que vous alliez essentiellement apprendre à devenir graphiste, mais finalement, ce mot graphiste, il est très, très général, et il englobe tout un tas de champs, en fait, et de spécialisations que vous allez pouvoir un petit peu découvrir pendant ces 5 années d'études. Donc, vous allez pouvoir travailler la typographie dans votre métier professionnel plus tard, je veux dire, de l'édition, de l'identité visuelle, et que ce soit dans des directions commerciales, culturelles ou sociales. Alors, vous pourrez aussi devenir sérigraphe, pourquoi pas, web designer, il y en a beaucoup qui sont devenus web designers après la formation ici à Saint-Luc, motion designer. Et alors, certains, ils poursuivent leur recherche dans le UX design, ce qu'on ne fait pas, par exemple, pendant le master en CVG, mais des gens font des post-formations en UX design, en vidéo, en animation, en art numérique. Il y en a qui font du design textile et de l'illustration. Donc, je vais essayer de vous présenter quelques parcours, parce que vous imaginez qu'ils sont nombreux à être sortis et ils sont nombreux à travailler. Donc, finalement, j'en ai épinglé quelques-uns pour essayer de vous montrer la diversité de ce qui est possible de faire. Alors, tous ces étudiants, ces anciens étudiants qui sont aujourd'hui professionnels, ils travaillent dans des agences de communication, où ils travaillent dans leur propre structure, dans un collectif, ou ils travaillent dans une entreprise qui n'a pas comme vocation première de faire de la communication visuelle, mais je vous expliquerai peut-être ça un petit peu plus tard pour ne pas que vous embrouilliez maintenant. Alors, je vais commencer par vous présenter le travail de Caroline Datt, qui a lancé en 2006 un studio qui s'appelle Kidnap Your Designer. Alors, je vais vous préciser juste là maintenant que toutes les images que je vous montre sont des saisies d'écran de sites internet de tous ces anciens étudiants que vous allez pouvoir voir dans l'espace discussion. Voilà. Alors, Caroline Datt, elle a lancé ce studio en 2006. Alors, il faut savoir qu'elle a fait ses 3 années de bac chez nous à Saint-Luc. Nous, on n'avait pas encore de master en communication visuelle et graphique à l'époque, et donc elle a poursuivi sa formation à l'ERG. Voilà, et puis un petit peu plus tard, elle a été rejointe par un de ses camarades de l'ERG, Damien Safi, et voilà. Donc, si je vous présente ce travail-là, c'est que je trouve leur approche intéressante. Ils disent un truc assez important, il me semble. D'abord parce que leur travail graphique est assez remarquable, évidemment, mais parce qu'aussi ils mettent l'accent très fort sur l'idée et le concept qui doit en fait guider le graphisme. Euh, voilà, ils disent, là je les cite, vous le voyez, la phrase en anglais, là c'est lorsque le sens fait le graphisme a un sens. Alors peut-être que pour le moment, cette phrase, elle vous semble un peu tirée par les cheveux, mais vous allez finalement bien mesurer ce que ça veut dire en travaillant la recherche à l'école. Donc là, j'ai fait quelques saisies d'écran de travaux qui ont été réalisés dans ce studio. Voilà, et je vous laisserai le temps évidemment de les découvrir. Si je devais tous les commenter, on est encore là pour le goûter. Voilà, donc voilà quelques travaux. Le deuxième studio que je vais vous présenter, c'est un studio, donc le premier était basé à Bruxelles, celui-ci est basé à Liège. Ce studio s'appelle NN Studio, il a été créé par Pierre Geurts, Nicolas Bebron et Antoine Lanterre. Enfin, d'abord par les 2 premiers, puis ils ont été rejoints par le 3e. Alors Nicolas et Antoine sont issus de Saint-Luc. Et voilà, donc ils ont lancé ce studio où ils offrent évidemment une palette de services graphiques assez large, ça de la de l'identité visuelle à l'édition. Donc, ils travaillent principalement d'ailleurs dans l'édition. Je pense même qu'ils viennent de lancer une maison d'édition dont j'ai oublié le nom, mais comme vous aurez le lien, vous pourrez aller vérifier, pardon. Voilà. Leur travail graphique, il est assez épuré. C'est-à-dire que ils accordent beaucoup d'importance à l'efficacité graphique qui passe par une certaine forme d'épure. Donc voilà, quelques
projet du studio. Alors, le prochain, studio que je vous présente, c'est Corail Studio. Alors, ils sont 2, dont Amandine Dupont, qui est aussi diplômée de Saint-Luc. Et voilà, et vous voyez de nouveau une palette assez large de propositions graphiques, de l'identité visuelle, du print, donc de l'impression, hein, du packaging, du web, et elle propose même une partie, e-commerce. Il propose même une partie e-commerce. Si je vous montre le travail, d'abord, c'est parce que je le trouve aussi, assez intéressant, enfin, leurs propositions graphiques, mais en plus, eux, ils attachent une attention particulière au développement durable. Donc il faut attention à, travailler avec des acteurs locaux, ils font attention au type d'encre, au type de papier avec lequel, ils vont, imprimer, et puis, voilà, il se pose peut-être aussi la question: «Faut-il imprimer?» Voilà. Donc, ici, leur proposition pour le festival de Dour. Voilà quelques exemples. Alors, un autre collectif, liégeois, qui est composé de plusieurs artistes, dont Maud Wera, qui a fait, son cursus aussi chez nous. De ce collectif, je le trouve, assez intéressant, et alors, ce que je trouve chouette dans tous, les collectifs que vous voyez là, ou les studios, c'est qu'ils partagent aussi leur méthode de travail. Alors ici, ce qu'ils essayent d'expliquer dans leur site, non, ce qu'ils expliquent très bien dans leur site d'ailleurs, c'est qu'ils essayent de travailler avec une certaine transparence et un grand dialogue avec, les clients avec lesquels ils sont amenés à collaborer, et donc voilà, de nouveau, vous pouvez constater, hein, de l'identité visuelle, de l'édition, de l'aménagement d'espace, du digital et de l'imprimé. Voilà quelques réalisations un peu sympas, hop, de l'édition, voilà, de l'identité visuelle. Alors ici, c'est un parcours d'étudiante, un peu particulier. Aujourd'hui, elle est directrice artistique et chef de projet, chez Back in the Days, hein, donc qui est, une agence de management pour artistes, voilà. J'ai épinglé son parcours parce que, quand elle est sortie de l'école, hein, pour rouler sa bosse, elle a beaucoup travaillé pour des festivals de musique, belges, et notamment les Ardentes, par exemple. Voilà, et donc, voilà, maintenant elle est directrice artistique et chef de projet, donc là, chez Back in the Days, et parallèlement à ça, elle a créé une marque de sportswear, donc elle s'est associée avec, une styliste, et elles ont créé une marque de sportswear, et donc je trouvais son parcours intéressant, montrer un peu qu'elle va vraiment aller chercher, des directions qui l'intéressent et qui sont toujours en lien finalement avec la communication visuelle. Cette étudiante-là, c'est une étudiante française, Agathe Bruguière, qui travaille chez Keyblind, qui est une agence de communication basée à Paris, et il y en a une autre à Lyon. Voilà, cette étudiante-là, je vous montre son travail parce qu'elle a vraiment une volonté de travailler, le graphisme via de l'illustration, des animations, des gifs animés, donc elle s'amuse beaucoup à faire tout ça. De nouveau, là, je vous ai mis un lien vers son site et vers, l'agence dans laquelle elle travaille. Voilà, juste vous montrer un exemple, de Wengju. Wengju, qui était un étudiant qui adorait dessiner, et puis qui adorait aussi, les développements numériques, et donc du coup, tout naturellement, il est devenu web designer et motion designer. Si vous allez sur le site de l'agence, Epic, là où il travaille, vous verrez quelques petites animations en motion design qui sont assez sympathiques. Voilà, hop. Alors, intégrer une entreprise comme graphiste, ça, c'est un autre débouché. Donc là, on vient de voir des studios, on vient de voir des structures, qui accueillent, des graphistes, mais ce sont des structures à vocation, de communication visuelle et graphique. Ici, je vais vous montrer 2 exemples d'une possibilité que vous avez aussi, c'est intégrer une entreprise pour en devenir le graphiste attitré. C'est le cas, par exemple, de Julie Stevens ici. Donc là aussi, hein, vous pourrez aller jeter un œil plus en détail sur le site, qui travaille chez Forêt Nature, et donc qui, en fait, développe tous les supports graphiques de cette structure, et dont, par exemple, le magazine. C'est le cas aussi, de Constance Schrouben, qui, elle, a intégré la Fédération des maisons de jeunes, donc la FMJ, et elle y développe tous les supports graphiques, et notamment ce magazine qui s'appelle Swap, dont j'ai épinglé 2-3 petites mises en page. Donc il y a des liens aussi pour pouvoir consulter ce magazine Swap, et comme ça, vous voyez un peu, voilà.
Hop, alors, j'ai appelé ça hors-piste et finalement, c'est pas vraiment du hors-piste, parce qu'on reste quand même toujours dans de la communication visuelle, et graphique, mais on est peut-être sur des parcours, plus atypiques. Et alors c'est assez étrange parce que, on constate quand même chez nos anciens étudiants qu'il y a ils sont quand même assez nombreux à prendre des chemins qui sont peut-être moins attendus par rapport à la formation, de départ. Je vais commencer par vous présenter, Thomas Arbor. Alors lui, il a créé le cycle du rouge-gorge. Et il travaille également pour la cyclerie à Liège et donc il a vraiment allié sa passion du graphisme et du vélo. Et voilà, donc il customise des vélos, il les repeint, il travaille sur les cadres, voilà. Vous parlez aussi du travail d'Adrien Cronet. Alors là, il faut que je sois comme honnête avec vous. Donc Adrien est quand même, un vidéaste de talent, hein, donc il fait des vidéos, commerciales parfois, des présentations d'événements, culturels, mais aussi des vidéos de clips de rap. Et alors pour être tout à fait honnête, c'est pas chez nous qu'il a appris à être un si bon vidéaste. Donc, Yana l'évoquait tout à l'heure, vous avez des cours d'initiation où vous apprenez les bases, de logiciels comme After Effects ou, Premiere Pro. Mais, finalement, certains étudiants décident, de parfaire un peu leurs connaissances en auto-formation parce que sur, 5 ans, on ne sait pas tout faire et que voilà, c'est pas une formation en vidéo du coup, voilà. Et donc lui, c'est assez intéressant parce qu'il a vraiment, exploré ce terrain-là et il fait vraiment des vidéos qui sont super. Vous aurez le lien également. Alors ça, c'est assez, chouette comme exemple parce que c'est Sarah Martin qui a fait donc un cursus complet en graphisme chez nous de la bac 1 à la master 2. Et si je vous montre ceci, c'est donc un magazine qui s'appelle Nicole et qui est un magazine féministe qui parle, de plaisir féminin, de corps, enfin voilà voilà, dans un magazine qui pour le moment est numérique mais qui, je pense va, sortir de manière imprimée. Sarah, quand elle est rentrée en bac 1, je pense pas qu'elle se disait: «Bah, moi, je vais, créer un magazine plus tard». Tout ça, c'est, le fruit de tout son chemin, pendant ces 5 années et en fait, si ce projet est particulier, c'est que c'était sa proposition artistique, de fin de master 2. C'est-à-dire qu'elle a présenté Nicole à son jury, de master 2 et puis voilà, c'est devenu son projet, professionnel. Donc elle s'est lancée dans ce projet professionnel. Voilà. Puis je terminerai, cette présentation par, un parcours assez étonnant, d'une étudiante qui s'appelle Carole Wilmet, qui fait de l'illustration, du graphisme, de la céramique et de l'art numérique, en passant par le design génératif. Donc Carole, quand elle est sortie de Saint-Luc, elle a été très vite repérée pour ses illustrations. Donc elle a fait une, collaboration avec Elle Belgique, dont elle a fait les couvertures quand même pendant, je crois plus de 6 ans. Enfin la collaboration avec Elle Belgique en tout cas a duré, plus de 6 ans je pense. Hem et puis, elle a aussi travaillé pour des grandes marques, dans la mode, voilà, voilà, donc elle a vraiment eu beaucoup de succès avec ses illustrations et finalement, elle aurait peut-être pu continuer son chemin sur cette route, du dessin puisqu'elle avait, des commandes quand même régulières. Mais finalement, par curiosité et puis par envie et par, probablement recherche, plastique, elle s'est lancée dans d'autres voies. Donc ici, on voit qu'elle a travaillé le papier, qu'elle a fait découper selon, du graphisme qui a été généré par de l'art numérique, voilà. Elle travaille également la céramique, donc c'est assez, aussi très enfin, quand on regarde, les exemples, hein, quand on passe de ça à ça, on se demande un peu où est la transition et pour la comprendre, je vous mets le lien aussi d'une vidéo où, elle répond à une interview et donc comme ça vous comprendrez un petit peu mieux le chemin, qu'elle a parcouru. Voilà, donc je terminais sur cette étudiante-là, peut-être aussi pour, vous dire que vous allez pouvoir observer qu'en choisissant de faire, une formation en communication visuelle et graphique, vous n'êtes pas figé dans une voie professionnelle. C'est-à-dire que, vous allez au fil du temps construire, le job qui vous ressemble le plus. Vous allez favoriser les moyens techniques avec lesquels vous êtes les plus à l'aise. Vous allez favoriser les recherches, avec lesquelles vous vous sentez, le mieux et donc, les possibilités sont très larges, hein. Je pense que déjà là, il y avait un petit panel, mais, il y en a encore bien plus évidemment et que, les débouchés sont assez, nombreux. Je crois que juste, votre projet professionnel, eh bien,
il grandit et se construit au fil des ans en même temps que l'évolution de votre personnalité. Voilà. Voilà. Ça a été vite, hein, parce que c'était dense, mais voilà. Donc, je vais, peut-être, là, du coup, on va peut-être, répondre, à certaines de vos questions. Eric, tu en as épinglé, une en particulier. Oui, je vais peut-être essayer de répondre à 2 questions en particulier. Il y a la question de la différence entre la section publicité et la section communication visuelle et graphique. Et aussi une question qui y ressemble. Hein. Est-ce qu'il est plus avantageux d'avoir un bachelier en publicité ou un master, etc. Bon, là, ça, c'est une question de choix. Hein. Vous avez vu, je pense, à la fois au travers des parcours d'étudiants des ambiances ateliers et des débouchés des parcours d'étudiants diplômés, que d'une part, en tout cas, dans les parcours que Marie, ici, on vient de présenter, il y a des étudiants qui ont un diplôme de bac et il y a des étudiants qui ont un diplôme de master. Ça ne se voit pas nécessairement dans le type de chemin qu'ils font après. Donc, effectivement, vous avez un diplôme et on a des étudiants qui arrêtent après la troisième pour se lancer dans le job ou éventuellement faire un master ailleurs. On a des étudiants qui font une spécialisation à la Cambre ou à l'ERG, etc. par après pour changer, ou en vidéo, des choses comme ça. Voilà. La différence entre la publicité et la communication visuelle et graphique, je dirais que se situe à 3 niveaux. Il y a les sujets qui sont traités, qui ne sont pas toujours les mêmes, je vais y revenir. Il y a la méthode de travail et il y a les finalités. Alors, les finalités en publicité, en principe, c'est un domaine dans lequel il s'agit de viser à changer un peu le comportement d'achat ou les attitudes des consommateurs en termes de services et de produits. En communication visuelle et graphique, je pense que ça se lie quand même entre les lignes de tout ce qu'on vient vous montrer. Il y a d'abord un champ qui est large, avec des choix possibles, beaucoup d'expérimentation, etc., davantage ancré dans ce qu'est l'ADN d'une école artistique. Hein. Donc, on essaye vraiment que les étudiants aient des projets très singuliers, très personnels, assez tôt. Hein. Donc, évidemment, il y a des cases par lesquelles on passe. Et là, c'est sur la méthode, une grande différence. Dès la deuxième bac, les étudiants choisissent et déterminent leur propre sujet de jury qui peut amener à des choix très variés, très étonnants. On peut faire de l'identité visuelle. Des étudiants créent des jeux de société. D'autres travaillent dans des domaines commerciaux, font du packaging, travaillent dans des domaines culturels, voire du graphisme engagé, voire activiste dans certains cas, etc., des installations, ou aller vers dans une dynamique de graphisme d'information, de didactique visuelle, comment expliquer certains fonctionnements, etc. Au niveau des méthodes, donc on est beaucoup plus dans l'expérimentation. Au niveau des finalités, j'en ai parlé. Et au niveau des sujets, voilà, là aussi, on sort de sujets qui sont directement liés au monde des produits ou des services. On peut travailler sur le sport, on peut travailler sur la culture, on peut travailler sur la sexualité, on peut travailler, etc. Des tas de domaines liés aux sciences humaines. Hein. On est parfois très proche, surtout en master des sciences humaines, de la socio, de la psychosociale, etc. Mais aussi des domaines scientifiques. On travaille la cartographie qui est proche de la géo. On travaille sur des questions comme le temps, etc. Voilà, donc au niveau des sujets, c'est très varié. Maintenant, quand on dit sujet, il y a aussi la matière en termes de compétences. Et ça a été dit aussi plusieurs fois. Ce qui fait l'ADN, en tout cas un des grands points d'ADN de la CVG et des graphistes, c'est la typographie. Typographie sous toutes ses formes. Que ce soit de la création même de typos, hein, ce sont des graphistes qui ont créé toutes les typos que vous utilisez à un moment donné, mais aussi la mise en forme de ces typos, donc logotype, titrage, mise en page, un roman. Il y a aussi un graphiste qui est passé dans un roman. Voilà, donc les grandes différences sont là. Une autre différence, c'est que la CVG est proposée en master, donc c'est un master, c'est-à-dire en 2 cycles, hein, un diplôme après 3 ans, un diplôme après 5 ans. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question, mais si quelqu'un veut rajouter une couche là-dessus. OK.
Alors, il y a des questions plus ciblées pour les étudiants, peut-être? Oui, concernant l'horaire, type d'une semaine, maintenant ça varie assez. Je sais bien qu'en bachelier, donc il y avait des cours, théoriques, où là, au moment avant le covid, on avait comme des grandes classes où, le prof présentait, son cours et posait des questions, et cetera. Au niveau des ateliers, c'est un peu plus convivial, j'ai envie de dire, où, il y a des grandes tables, on vient tous avec notre matériel, l'ordinateur, à la limite, je peux répondre en même temps, à la question du matériel. Heu, on peut choisir de faire tout manuellement. Maintenant, avoir un ordinateur, c'est quand même à un moment donné à envisager, un ordinateur portable pour, que ce soit pour peaufiner, la mise en page ou pour faire des recherches, à ce niveau-là et donc en atelier, on a vraiment une ambiance où on peut travailler ensemble comme on peut travailler individuellement. Puis il y a des moments où, par exemple, pour le cours de sérigraphie, on va à l'atelier sérigraphie. Donc c'est vraiment l'atelier où on peut, passer par les différentes étapes d'impression. Sinon pour les autres cours, je sais pas Marie si, toi c'est un peu différent, enfin vu que tu es en master édition? En master en édition, c'est non, ça dépend vraiment de l'option, c'est pareil. Et voilà, on a des jours où on n'aura pas de cours, ou alors seulement une demi-journée de cours, ou alors c'est vraiment une demi-journée où on aura une après-midi entièrement consacrée à l'atelier et une autre demi-journée où ce sera vraiment que de la théorie et tout, donc c'est un peu plus théorique du coup, à apprendre. Mais sinon, voilà, c'est tout ce que je peux apprendre en tout cas du côté master. Moi, je connais pas vraiment le bac, je ne l'ai pas fait en CVG. Et oui pour, le bac du coup, je sais que, par exemple, pour les cours d'informatique, là, il y a des classes spécifiques. Pour certains cours, en tout cas, il y a des classes, spécifiques qui sont peut-être plus à destination théorique, d'autres à destination pratique, comme le cours d'infographie, pardon, où, il y a des Mac à disposition, pour un peu se familiariser. Donc, même au début, si vous n'avez pas d'ordinateur portable, c'est pas un problème. Faudra juste l'envisager par après et voilà, en bachelier. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je crois qu'il y a une question aussi que je vais passer sur l'épreuve d'admission. Maintenant, elle est différente aussi. Vu que moi, j'ai fait l'épreuve d'admission en photo, il y en a, elle a fait celle en CVG, du coup. Moi, en tout cas, en photo, enfin, j'ai pas. On m'avait déjà rassuré de base quand j'étais venue demander des renseignements par rapport au bac et tout, en me disant que c'était pas non plus. Enfin, voilà, c'est pas du tout un examen où on va chercher à enlever tous ceux qui vont rien faire. Donc, par exemple, moi, j'avais vraiment aucune expérience en photo. J'utilisais mon appareil en automatique tout et tout, donc j'ai vraiment un peu au fur et à mesure à l'utiliser. Donc, je pense pas en tout cas qu'il faut vraiment se stresser à mort pour les cours d'atelier, les cours d'entrée, pardon. Ça se passe quand même plutôt bien, en tout cas dans mes souvenirs. C'était pas quelque chose de très compliqué. En photo, maintenant je parle en photo, je sais pas s'il y en a, c'est différent en CVG. En CVG, c'est un peu le même état d'esprit dans le sens où c'est pas là pour, nous saquer, c'est vraiment pour voir la motivation, si vous êtes motivé ou si, ils vont peut-être les professeurs qui encadrent ça vont se rendre compte que, vous serez peut-être plus, peut-être pour vous rediriger aussi. Donc, moi ici en graphisme, on avait dû faire, un collage, on avait des photos. On avait dû c'était vraiment pour montrer, ce qu'on était capable de faire ou ce qu'on savait faire, notre motivation et le reste, on l'apprend par la suite, quoi. Je voudrais ajouter 2 choses, concernant l'épreuve d'admission. Donc comme, Yana, l'a très bien expliqué, ces épreuves d'admission-là, évidemment, on vous demande pas de déjà être, des graphistes, de savoir faire une affiche. On vous demande pas de savoir dessiner puisque c'est, un peu le contenu de la formation. Ce serait quand même dingue de vous demander, d'avoir déjà un niveau, élevé. Par contre, effectivement, vous, en suivant cette épreuve d'admission, en étant un petit peu, dans le bain, en espérant qu'on pourra le prendre ce bain, en présentiel, je veux dire, puisque j'ai vu que quelqu'un posait la question aussi. Ça, c'est une question à laquelle on ne sait pas très bien répondre maintenant, hein. On est tributaire de décisions qui nous appartiennent pas. Hem,
Voilà, donc c'est vous aussi qui allez vous rendre compte: «Tiens, ah c'est ça l'atelier de graphisme, est-ce que moi je l'avais envisagé de la sorte?» C'est aussi le moment où vous pouvez rencontrer des enseignants, poser beaucoup de questions. Voilà, je pense que sur le site internet de l'école, vous avez, du matériel, à prévoir, c'est pas grand-chose et je pense, me souvenir qu'il y a aussi, une liste de sites internet à visiter, voilà, de collectifs, qui sont des références régulières, aux cours, voilà. Concernant maintenant là aussi, l'horaire type sur une semaine, il y a, les heures qui sont en classe et puis il y a toute cette partie recherche que vous allez devoir, enclencher à domicile et donc ça aussi, c'est un stéréotype, qu'il est important de, déconstruire. C'est que, les études artistiques, c'est pas facile en fait, vraiment. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement aussi et donc il y a quand même une bonne part de travail à domicile, qui est séquencé, hein, c'est pas voilà, qui est séquencé et qui est organisé en fonction, des différents projets que vous avez à rendre avec, l'ensemble des professeurs. Voilà, voilà. Alors, sur les cours théoriques, donc, la petite vidéo que vous avez vue en introduction, cette présentation, en fait, il en existe d'autres et il y a, monsieur Kerton qui donne le cours de philo notamment, qui fait une petite description de ce que sont les cours, théoriques, chez nous. Donc moi, je vous invite quand même à aller sur le Facebook communication visuelle et graphique. Voilà, d'aller jeter un œil sur cette page, parce qu'il y a plusieurs vidéos de présentation, notamment le cours de dessin aussi, et à mon avis, vous en apprendrez, bien, sur différents cours en allant sur cet espace Facebook. Alors on a un Instagram qui vient de démarrer, donc il n'est pas encore, hem et enfin, pas encore nourri de manière spectaculaire, mais ça arrive. Voilà, voilà. Mais si vous allez sur la page Facebook, à mon avis, vous aurez toutes ces informations-là. Voilà. Bah, la mise en page, oui, je viens de répondre aussi à une autre question qui allait dans ce sens-là. Bah, tout le monde fait la mise en page en bande dessinée, on fait la mise en page, et cetera. Maintenant, la mise en page dans le sens de faire de l'édition, ça c'est clair qu'en communication visuelle et graphique, c'est quelque chose, d'essentiel. Il y a même en master une orientation spécifique édition. Donc pour travailler tout ce qui est de l'ordre du livre, du fanzine, du magazine, mais aussi de l'édition numérique, et cetera. Donc c'est vraiment essentiellement du travail de mise en page. Étudiant peut-être? Oui, donc on a eu une partie, pratique. Actuellement, là, nos cours d'atelier, on les a en présentiel. C'était juste pendant le premier confinement qu'on les a eus, à distance. Voilà, ça dépend un peu à voir avec le professeur, mais ici, en général, on a des cours présentiels, en atelier. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Marie? Mmh. Bah, au niveau de la formation, de nouveau, vous avez vu, je pense, dans la vidéo, que c'était un peu les deux. Donc, on met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire il y a des cours, il y a par exemple un cours de sérigraphie, un atelier de sérigraphie, et on travaille essentiellement manuellement, mais aussi au sein des ateliers, que ce soit dans des workshops, dans des ateliers créatifs ou dans la recherche d'idées. Et puis, il y a un énorme travail euh, derrière l'ordinateur concernant justement les questions de mise en page, d'editing, d'édition et puis la préparation à l'impression ou évidemment tout le domaine du web et de travail de vidéo, d'animation, etc. Et en termes de débouchés, bah, vous avez vu aussi ce que Madame Sillon vous a montré. On a des étudiants
c'est-à-dire qui sont web designers, et on a des étudiants qui font de la sérigraphie sur des crêpes. Donc, ça, voilà un peu le grand écart, quoi. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on dit on a cette démarche artistique, c'est viser que chacun ait son propre langage, etc. Donc, dans la formation, on passe un peu partout, et puis après, chacun fait son choix, y compris au niveau des choix de jury, hein, de fin d'année, de fin d'études. Donc, il y a des passerelles, hein. Donc, mais ça, c'est intéressant, comme question parce que je ne sais pas si on l'a, précisé, mais c'est vrai que chez nous, le master, on a organisé ce qui s'appelle une commission passerelle. Je reviendrai au bac un peu plus tard. Une commission passerelle où on étudie, des demandes d'étudiants qui voudraient, finir leur cursus chez nous. Donc il y a une commission qui se réunit et on étudie un dossier d'un étudiant qui est motivé. Et alors effectivement à l'école, il y a des passerelles possibles d'une section à l'autre. Il faut voir avec, les responsables académiques ce que ça implique, comme, crédit à rattraper, comme voilà, mais oui. Et je sais qu'entre la publicité et le graphisme, de la première à la deuxième année, il y a des glissements possibles, en effet. Voilà, mais bien se renseigner, auprès des conseillères académiques de l'école pour savoir, ce que ça implique. Voilà. Voilà, oui, donc on en a chaque année, mais c'est jamais automatique. Non. Cette question-là, elle fait débat, hein. Elle fait débat depuis longtemps. Et loin de moi l'idée de vous imposer un outil plutôt qu'un autre. Il se fait qu'effectivement, dans l'histoire, les graphistes travaillent sur des ordinateurs, enfin sur des Mac, hein, Apple donc. Voilà, d'ailleurs les classes d'infographie pour les, graphistes, sont équipées, de Mac. Voilà. Maintenant, on observe que des étudiants ont investi plutôt dans un PC. Voilà, et que cette configuration a l'air de très bien fonctionner aussi, donc c'est pas du tout un frein. Voilà, donc moi je j'aime pas trop répondre à cette question-là parce que je trouve qu'Apple, ils font des ordis super, mais ils sont quand même vraiment très, très chers. Voilà, et que certains PC, bien équipés peuvent peut-être, être en équivalence avec un Mac très, très cher. Maintenant, c'est vrai que, sur la pérennité de l'ordinateur, on constate quand même que des gens qui ont investi dans un Mac en bac 1, ben, en bac 3, ça va toujours, en master 1, ça va toujours et en master 2, ça va toujours, voilà. Mais voilà, ça reste un choix personnel, et fonction aussi du budget enfin, qu'on peut y consacrer. Les étudiantes, alors, dites un peu votre. Par exemple, moi, j'ai pas du tout de Mac, en fait. J'ai un ordinateur, j'ai un Lenovo et déjà en photo, j'ai jamais eu de Mac ni rien et ça s'est toujours bien passé. J'ai quand même gardé 3 ans mon premier PC aussi et il était de très bonne qualité. Je viens de changer seulement au début de cette année parce que en CVG, c'est pas les mêmes travaux qu'en photo, ça demande parfois un peu plus. Les logiciels sont parfois un peu plus lourds. Donc du coup, oui, j'ai changé, mais j'ai toujours la même marque, toujours chez Lenovo, et c'est quand même moins cher que Mac, c'est sûr, et c'est quand même de très bonne qualité aussi, et j'ai fait ma diète là-dessus. Donc voilà, on n'est pas du tout obligé d'aller plus vers Mac ou de notre Mac, donc franchement, c'est vraiment possible avec un ordinateur d'une marque voilà, qui est peut-être moins connue ou un peu moins considérée, mais pas du tout se concentrer, voir que Mac. Oui, enfin, moi je travaille sur un Mac, mais je pense dans les conseils qu'on peut donner, c'est de regarder sur la RAM. Je pense qu'il y a 8 gigas ou 16 gigas de RAM. Si vous avez l'occasion de prendre plus de RAM, c'est un avantage parce que quand on doit faire tourner plusieurs programmes en même temps, c'est assez pratique. Et avoir un ordinateur qui a quand même de l'espace de stockage ou avoir un disque dur externe pour pouvoir stocker les travaux qui des fois peuvent être un peu plus lourds. Voilà, la présentation est donc maintenant terminée. Si vous avez d'autres questions, bien entendu, vous pouvez nous recontacter via notre site internet. Merci à tous pour votre participation. Vous allez très prochainement recevoir un mail avec l'enregistrement ici et aussi une attestation de présence. Et bien sûr, nous vous contacterons si jamais nous pouvions organiser des portes ouvertes en présentiel. Merci beaucoup à tous et à bientôt.